Quel est le problème? Les conceptions de l'ordre et du désordre, en soi, peuvent s'appliquer aussi bien aux politiques qu'au social, au national qu'à l'international. Ce que les Européens en pensent est connu. L'ordre est national, le désordre est mondial. Eh bien, ce n'est pas si original. Toutes les cultures ont évoqué ce décalage, chacune à sa façon. Dans les sociétés sans écriture, ce décalage se manifeste par le fait de s'appeler soi-même les hommes, les humains, que l'on donne à son propre groupe social, par opposition à tous les autres qui sont des barbares, ou le mot qui, dans sa langue, en est l'équivalent. Dans l'Antiquité, il y a d'un côté la civilisation, qui est ordonnée et sédentaire, et de l'autre côté, des nomades toujours en mouvement, un peu chaotiques. Il y a la cité, policée, face au chaos naturel, à l'humidité sombre des forêts ou à la stérilité du désert et de la steppe. À l'ère moderne, il y a le monde connu et celui qui reste à découvrir. Un monde où vivaient des sauvages, auxquels autrefois les colons espagnols ont même nié le fait qu'ils aient une âme. Il est donc entendu partout que l'extérieur est source de désordre, de barbarie, de sauvagerie et de chaos. Commençons par l'idée d'ordre elle-même. L'ordre est partout pensé comme un ordre cosmique. C'est l'univers tout entier qui est ordonné. Par exemple, dans l'Égypte ancienne, la politique a pour but de maintenir cet ordre. On lutte contre l'entropie, la décomposition inévitable de tout ce qui est ordonné, ce qui demande des efforts, car chaque élément soutient le tout et la politique soutient l'univers. On le voit sur ces représentations pharaoniques, le roi est le moteur du monde, il en est le garant, la politique qu'il mène contribue à l'ordre de l'univers. Sur cette autre image, le ciel forme la voûte d'une tombe royale, c'est le signe d'une commune nature, du corps du roi et de celui de Dieu. Ce défi lancé à Pharaon, c'est celui de l'implacable loi de l'entropie, l'adversaire réel qu'il faut combattre. L'entropie, c'est la tendance de tout corps à se dissoudre et à se transformer en autre chose que lui-même. Les molécules d'eau chaude mélangées aux molécules d'eau froide, deux corps purs à l'origine, font de l'eau tiède. C'est la même chose pour deux gaz. Sur ce graphique, l'entropie est représentée comme la déperdition d'énergie avec le temps, donc un désordre croissant particulièrement visible sur ce dessin. Notons que plusieurs formes d'ordre existent. Une fois admis le principe d'une structure intangible, celle-ci peut prendre des formes variées qui peuvent dépendre du contexte. Elle peut être hiérarchique, égalitaire ou mixte. On le voit sur les photographies suivantes, les conceptions de l'ordre sont multiples, mais il s'agit toujours d'ordre, et non pas de désordre. Sur ces photographies, on voit trois conceptions de l'ordre sur un point qui est un peu secondaire, les jardins. L'ordre peut être orthogonal, c'est ce qu'est un jardin à la française, à gauche. Il peut être systémique, un jardin à l'anglaise au centre. Il peut être flou, un jardin à la japonaise, à droite. Tentons maintenant de passer de l'idée d'ordre en soi à celle d'ordre mondial, qui nous intéresse plus. Être obsédé par un principe ordonnateur en toute chose ne suffit pas. Il faut encore que ce principe soit appliqué dans le domaine qui est celui de l'anarchie par excellence, le domaine de l'extérieur. Les recettes d'un ordre politique ne sont pas forcément celles d'un ordre mondial. À l'intérieur, la légitimité, la légalité et la délégation de pouvoir suffisent. À l'extérieur, des conditions supplémentaires doivent être remplies. Qu'est-ce qu'un ordre mondial? Tout ordre doit avoir un minimum de stabilité et de durabilité. Les crises et les risques de décomposition doivent être limités. Cet ordre doit aussi être auto-entretenu. On dit en anglais « sustainable ». L'ordre mondial doit être acceptable, donc équitable, ou au moins jugé tel. Car la domination du monde par un empire totalitaire, autrement dit un empire qui s'immiscerait dans les affaires privées, serait évidemment insupportable. Le fait qu'un ordre mondial soit équilibré et équitable est particulièrement évident dans l'œuvre de Napoléon. Comme quelqu'un l'a dit, tout empire périra, et celui de Napoléon après Austerlitz ne fut pas le dernier, parce qu'il outrepassait les règles de cet ordre mondial équilibré. Un ordre de cet ordre est long à mettre en place. Celui dans lequel nous nous trouvons ne s'est pas fait en un jour. On le voit sur cette carte de 1945, où les rapports entre les pays est très déséquilibré, et on a mis des années, plus que des années, des décennies à les rééquilibrer. L'ordre mondial est également un ordre institutionnalisé.
Il obéit en effet à des règles qui ne sont pas uniquement écrites par les vainqueurs d'une guerre. Une fois la paix mondiale revenue, l'ordre est entretenu par des institutions. Par exemple, les organisations intergouvernementales, mais aussi les États. Certaines zones géographiques et certains domaines techniques sont ainsi réglés, ou, dans le jargon, régulés. Et ils le sont souvent par ce que l'on appelle aussi des régimes internationaux. Un régime international, c'est un ensemble de normes et de procédures, d'organisations interétatiques et d'acteurs non étatiques qui assurent ensemble un ordre local, sectoriel. Par exemple, celui de la couche d'ozone, fruit d'une collaboration entre gouvernements, notamment le gouvernement fédéral américain, le Programme des Nations Unies sur l'environnement et la firme chimique DuPont de Nemours, toutes ayant un intérêt à combler le trou dans la couche d'ozone. Tout ordre mondial est aussi un ordre sécurisé. En effet, il repose sur une sécurité minimale de ses membres. C'est ce qui le justifie. L'avenir d'un peuple ne peut pas dépendre du hasard, donc des aléas d'une guerre ou d'une autre. Pour que la sécurité existe, il faut s'efforcer de sécuriser le monde, ou en tout cas, tout ce qui est proche de soi. Le processus est connu en anglais sous le vocable de securitization. Un ordre mondial, c'est aussi un ordre menacé. Il faut éviter que l'ordre établi, même insuffisant, ne soit remis en question par des États et des groupes révisionnistes qui se succèdent les uns les autres, ce que l'on appelle les rogue states, les États voyous, ou encore des entreprises terroristes, subversives, comme la confédération des djihadistes patentés, franchisée par Al-Qaïda aujourd'hui. Pourtant, un ordre mondial restera toujours un ordre incomplet. C'est déjà arrivé avec la Société des Nations, dont plusieurs États se sont retirés. Quand des États peuvent quitter les grandes organisations internationales à leur guise, ou bien quand ils peuvent considérer les traités comme des chiffons de papier, des scraps of paper, alors l'ordre mondial est incomplet. Enfin, c'est un ordre incertain. N'importe quelle forme d'ordre capable de garantir la stabilité aux États et à leurs citoyens sans les dominer est acceptable. Les formes prises par l'ordre mondial peuvent donc varier considérablement. De plus, il tolère des désordres périphériques à ses marges, bien plus que ne le fait un État intérieur. Les préférences des États en matière d'ordre mondial varient donc forcément. Pour qu'il y ait ordre, il faut que des puissances le garantissent. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi que ces puissances ne soient pas de force égale. Sinon, en cas d'affrontement, le risque de désorganisation est trop grand. Cette carte montre qu'un bon dosage peut être efficace. C'est la carte des puissances moyennes, petites et grandes aujourd'hui. L'ordre au singulier tolère donc des ordres divers au pluriel. L'essentiel, c'est qu'il y ait des lignes rouges qui soient claires et connues de tous, que la menace de sanction suffise à dissuader les révisionnistes et que la capacité de donner suite à des menaces ou à des promesses soit suffisante. Dans ce cas, la géométrie de l'ordre mondial importe point que les principes sur lesquels il est fondé. En conclusion, les variations dans les conceptions de l'ordre en soi sont sans grand effet sur l'ordre mondial. D'une part, elles convergent sur les principes. D'autre part, cet ordre est plus flexible que l'ordre interne. À ce niveau, les différences qui apparaissent importantes lorsque le grain est fin deviennent secondaires, voire dérisoires, vues de Sirius. Elles jouent alors sur des formes plus que sur le fond. Elles n'ont pas ou peu d'impact sur la conception de l'ordre mondial et sur les moyens de le créer puis de le maintenir. Bref, parler de différences culturelles ici n'a d'autre but que de grossir des différences minimes pour en faire des sources de conflits. Ce n'est pas une menace bien grande en soi pour l'ordre mondial. Merci.